avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames comme tous les lundis, Simone Rovera, Fred Hermel et Philippe Auclair. En attendant, David Lorto. On y va à vie tranchée de Philippe Auclair. Scandaleux, je dis bien scandaleux. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis. Cet extrait d'ailleurs est trouvable sur YouTube notamment, dans son intégralité. Et parfois quand je déprime un peu, après un after où Daniel me hurle trop dessus, je me le refais et franchement, je me régale. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas également les messages que j'avais reçus sur mon portable de l'agent du joueur dont je parlais à l'époque. Oui, je te dirai comment retrouver Pierre. Oui, non, c'est pas grave. Charlie Tange. Ah bah voilà, Daniel je Le Charlie. Et donc Karim. Non, pas Karim, pardon. Attends, je vais retrouver le nom de l'agent. Ça ne fait pas marrer Philippe. Hein, donc, non, pas du tout. On en parlera plus tard alors. Donc ce soir tu nous parles de tes dépendances. Écoute, oui et non, d'une certaine manière. Moi, j'aurais voulu personnellement qu'on fasse un grand after en entier sur l'exploit de l'équipe d'Islande qui se qualifie dans un groupe. Islande, c'est dans les dépendances pas chez maintenant. toi. Non, mais c'est. Islande, ça fait pas. Tu as un Non, c'est eux qui nous ont conquis. Référendum et ils ont décidé de... Ah oui, tout ce qui est île au nord, c'est à lui maintenant. Ouais, oui. Tu sais, c'est la guerre de la morue, tout ça. Enfin, on a de grandes. Non. Non, écoute, simplement, j'ai eu le grand mérite, je pense, de suivre ce match entre Pays de Galles et Irlande, qui nous aura une nouvelle fois prouvé à quel point ces matchs de sélection étaient importants émotionnellement, à quel point ils investissaient les publics. C'était le cas du public gallois, c'était le cas des 3000 supporters irlandais qui étaient là, c'était le cas des 22 acteurs sur le terrain, comme on dit, avec notamment James McLean qui marque le but de la victoire pour les Irlandais. Par contre, c'est également un match symptôme sur ce que le football international est en train de devenir, à savoir qu'au niveau de l'émotion, c'était extraordinaire. Et par contre, au niveau du jeu et à tous les autres niveaux, c'est tout simplement catastrophique. Et que on peut commencer, tu vois, les problèmes que nous avions à regarder les matchs amicaux, nous avons maintenant les mêmes problèmes à regarder les matchs de compétition et des matchs de compétition qui ont vraiment une importance, puisque là, c'était une place de barragiste qui était en jeu et qui a donc été remportée par la République d'Irlande. Mais le football que nous avons vu était tout simplement ignoble. Il n'y a pas d'autre mot, immonde, d'un niveau qui n'est pas celui, 3e division, 4e division, 5e division, malgré la présence de joueurs qui, eux, jouent dans des clubs qui sont importants dans leurs championnats respectifs. Certainement pour le cas des Gallois et des Irlandais, tu avais des joueurs qui sont là, des réguliers en première ligue. Mais malgré tout, la différence maintenant, l'abîme qui existe entre l'investissement émotionnel qu'on a dans ces matchs de sélection et le plaisir qu'on y prend comme amateur de football est devenu un gouffre sans fond, tout simplement. Et je vois vraiment pas comment on peut combler ce gouffre. Et malheureusement, ce match Galles-Irlande, dont j'aurais voulu parler autrement, était ce soir l'illustration de cette différence maintenant colossale qui existe entre ce que nous attendons de ces rencontres et ce qu'elles nous donnent. Voilà. Désolé, je mets un peu. Non, mais il n'y a pas de problème. Pour les matchs amicaux, les matchs de qualif, c'est vrai. Après, pour les compétitions, quand on est dans la compète, il y a toujours une magie qui à un moment s'opère. Peut-être moins dans les matchs de poule, mais à partir des éliminations directes, on retrouve quelque chose de fort souvent, non ? Oui, écoute, parfois, mais tu n'as pas l'impression, tu vois, c'est pour ça que je vous passais un petit peu la balle, que c'est un sentiment qu'on a un petit peu partout. Je pense que Simone, tu l'auras également pour ta sélection nationale. Oui. Je pense qu'on l'aura également pour les matchs de la Mannschaft, peut-être moins pour l'équipe d'Espagne qui en ce moment c'est vrai est sur un nuage. Et l'Allemagne aussi. Ouais, l'Allemagne aussi, ouais. L'Allemagne. Mais effectivement, si on met des matchs de l'Allemagne, mais il y a une espèce. Moi, si on met l'Allemagne et l'Espagne, je pense que tout simplement, et c'est la question que je vous pose, est-ce que ça n'est pas tout simplement la conséquence directe de la prolifération des rencontres dites officielles, de l'explosion des compétitions avec de l'UEFA avec 55 nations. Oui, bien sûr, ça je suis d'accord. Oui. Et que là, il y a un vrai problème. Il va falloir qu'on s'y attelle un jour parce que les supporters parce que sont là, mais ils seront pas toujours. Tu veux dire que les qualifs sont devenus, j'allais dire, tellement faciles quand on voit l'équipe de France. Mais l'équipe d'Angleterre. Le niveau est totalement dilué, tu veux dire. Ah, mais c'est catastrophique même. Ouais, mais c'est pas fini parce que si on élargit la Coupe du Monde à je ne sais plus combien d'équipes. 48, c'était ça. Maintenant on est voilà. Ouais. Oui, ben voilà, tu sais, c'est tout le monde sauf ceux qui peuvent vraiment pas y participer. L'important, c'est dorénavant la quantité, pas la qualité, on le sait.
Oui, parce que c'est le nombre de matchs que tu vas diffuser, parce que sponsor, parce que droit télé, parce que tant qu'il y aura des gens devant la télé pour ces matchs-là, ce sera comme ça. Souvent d'avoir des matchs qui ont un gros où la place à jouer est tellement important. Et moi j'ai regardé un peu, j'ai regardé l'Italie. À côté j'avais un multiplex diffusé sur Sky Italia avec tous les buts. Et pour vous dire, la Serbie qui devait battre la Géorgie tellement a galéré. Et on sentait que c'était tellement important pour eux qu'elle arrivait à jouer à une place à la Coupe du Monde et c'était compliqué de faire cette petite victoire que c'était suffisant. Et on peut dire, moi j'ai regardé un peu aussi l'Islande, première mi-temps, un peu des occasions mais n'arrivait pas à marquer ce but et il était tout un peu bloqué par cet enjeu. Il y a des équipes qui vont participer pour la première fois à la Coupe du Monde, donc il y avait un jeu majeur et quand il y a un grand enjeu et c'est un moment déterminant pour l'histoire d'un pays, d'une équipe, d'une sélection, la qualité parfois arrive en deuxième plan. Toutes ces petites équipes ont maintenant l'opportunité de faire quelque chose et la plupart du temps la façon dont elles jouent c'est avec une mise en place tactique en blindant et en cassant un peu le niveau des matchs. Ça, quand même. Non, moi je me souviens quand même de beaucoup de purges aussi il y a 20 ans. Oui, les groupes étaient compliqués quand même. Les groupes de qualif étaient vraiment relevés. T'avais des équipes qui restaient à la porte. Aujourd'hui, tout le monde y va. Les seuls groupes de qualification où il y avait deux énormes équipes, c'était Italie et Espagne. Et il a dans les têtes parce que l'Italie n'était pas capable d'être tête des séries comme la France. Et quand tête des séries, tu avais la Roumanie, tu avais les Pays-Bas qui après ils sont terminés. Il faut rappeler que les tirages à sort c'était en juillet 2015. Donc ce qui s'est passé d'ici au juillet 2015, c'est que certaines hiérarchies ont été bousculées. Aujourd'hui, des équipes qui devaient être des grandes équipes. Oui. Pierre, qu'est-ce que tu en penses toi? Non, mais c'est vrai. Alors, voilà, t'as la Belgique qui s'est qualifiée facilement, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Pour le reste, qui quoi? Non, t'as plein d'autres équipes, moi je trouve, messieurs, qui. Ah oui, les autres ont dû batailler. Qui doivent batailler. Alors tu batailles pas à 6 dans chaque groupe, on est d'accord, mais à un moment donné, c'est aussi donner l'occasion à des nations dans le foot d'exister. Les matchs en jeu, je suis désolé, Simone, mais les matchs en jeu, si les équipes arrivent pas à bien les jouer, c'est tant pis pour elles. C'est qu'elles sont pas au niveau. Pierre, je parlais plutôt. Tu dois être capable de jouer des matchs en jeu avec un certain niveau si tu veux aller après en Coupe du Monde et si tu veux faire quelque chose. Pierre, écoute Philippe. Oui, écoute, non, parce que je prenais le match entre le Pays de Galles et l'Irlande, qui avait tous les ingrédients pour être un match franchement inoubliable, parce qu'on avait l'Irlande, bien évidemment, qui arrivait, qui était un petit peu l'outsider dans ce match, le Pays de Galles qui n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis 1958, un stade magnifique, blindé avec des supporters qui chantent, enfin bon, beaucoup de, en plus de ça, le côté, tu vois, guerre intra-celtique entre le Pays de Galles et l'Irlande, donc tout était réuni, et autant tu as un cadre absolument magnifique, avec au bout de l'horizon, une place en Coupe du Monde, et le contraste entre l'enjeu, le contexte du match et ce qu'on a vu sur la pelouse est tellement effarant, et je dis bien effarant, que, et en plus de ça, je répète, avec des joueurs qui, certainement du côté du Pays de Galles, sont des joueurs qui jouent dans des équipes de premier plan. Et le contraste était tellement effarant que tu te poses la question, en effet, mais de quoi est-ce le symptôme? Est-ce que le football de sélection, tu sais, on parle autrefois. J'ai regardé, excuse-moi Jean-Louis, mais j'ai regardé l'autre jour pour des raisons professionnelles. J'ai regardé les matchs de la Coupe du Monde de 1978 en Argentine. Je peux te garantir que techniquement et tactiquement, mais c'était 1000 niveaux au-dessus de ce que l'on voit en ce moment en qualification pour la Coupe du Monde. J'ai bien 1000 niveaux. On n'est pas dans le même monde. Et je me pose des questions, comme tout le monde, je pense, devrait s'en poser, autour des conséquences que la prolifération des rencontres, non seulement amicales, mais également de compétition entre guillemets, comme conséquence sur les joueurs, sur les entraîneurs et sur la qualité du jeu fourni par les sélections. Moi, ce que je trouve flippant, c'est que Philippe dit le niveau baisse, il y a de plus en plus d'équipes qualifiées, et nous, on est toujours là la dernière journée à galérer avec l'équipe de France. Oui, il y en a d'autres des équipes qui rament. Moi, je suis toujours partagé. Effectivement, je trouve bien qu'on s'ouvre à tous ces pays pour qui ça va être une fête énorme de participer, des pays pas qui s'éveillent au foot, mais qui s'éveillent en tout cas aux grandes compétitions. Et d'un autre côté, j'arrive pas à être cohérent là-dessus. J'ai hâte d'avoir un avis. De l'autre côté, je rejoins Philippe. Tu parles de la Coupe du Monde 78. Je crois que dans cette Coupe du Monde, il y a 16 équipes. Exact. Donc on est à la Coupe du Monde 82, il y en a
4. Et la France, dans son groupe post-qualifié, a la Hollande, la Belgique et l'Irlande, je crois. Oui, l'élitisme, ça donne plus de qualité, quoi. Oui, au final, quand tu regardes la compétition, tu te retrouves avec des gros matchs. Forcément, c'est chaud dès le début pour te qualifier. Maintenant, c'est plus en 8e ou en 4e. Il y avait déjà des îles Féroé il y a 20 ans. Il y a des sans-marins déjà il y a 20 ans. Ouais, il y avait mais ils étaient déjà là. Mais ils étaient quantité négligeable dans les poules. Là maintenant, avec ce système-là, alors oui, c'est vrai que tu donnes ta chance à plein de petites équipes. Moi, ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi. Ça me plaît. Regarde l'Islande, c'est génial. Il y a la République d'Irlande, il y avait le Pays de Galles déjà, il y a 20 ans. Oui, mais on est bien d'accord. Moi, je n'ai pas d'avis définitif. Je n'arrive pas à me positionner. Ils étaient là il y a 20 ans, mais ils étaient moins forts aussi, moins organisés du moins. Après, ils gênaient moins les grosses équipes. L'année dernière, à l'Euro, je me souviens de discussions à ce sujet, je me souviens de débats où on s'était plaint de la qualité du jeu et dans la phase de poule. Au début, oui, bien sûr. Et même dans les matchs coup près, notamment de ce match abominable entre Pays de Galles et Irlande du Nord. Oui, au Parc des Princes. Et j'avais dit, ouais, ok, le match il est pourri, je suis d'accord avec vous. Mais le bien que ça a fait et la joie que ça a procuré dans ces deux pays-là, en plus le Pays de Galles derrière avait été admirable, a été globalement très fort et c'était la première fois qu'ils faisaient une compète, je crois depuis 58 il me semble. Ce qu'ils avaient fait dans cet Euro avait quand même été admirable. Et la joie des Gallois dans les stades et également des Irlandais du Nord. Moi j'étais au parc pour ce match-là et vu ce qui se passait dans les tribunes, je m'en foutais de ce qu'il y avait sur le terrain. Oui, mais alors c'est pour ça que je suis partagé parce que moi je trouvais que c'était génial, c'est comme pour l'Islande et à côté de ça le niveau de jeu dans cet Euro a été globalement pas bon. A été pas bon. Simone, on a eu 2-3 bons matchs, le Italie-Belgique, le Italie-Espagne. Qu'est-ce qu'on a eu comme bon match? On s'en souvient à peine, même la finale moyenne. France-Allemagne. Le France-Allemagne dans un style un peu particulier. Dominant, mais on s'en souvient parce qu'il y a la France. C'était le style est un peu particulier. Retenons. Les matchs de l'Italie. Après, Philippe, t'attendais quoi du Pays de Galles quand tu me dis il y a des joueurs quand même majeurs? C'est surtout des joueurs qui jouent dans des équipes de première ligue de second rang, honnêtement. Oui, mais j'attendais même, si tu veux, le Pays de Galles. Non oui, qui se lâche un peu, puis aussi qu'on voit un Pays de Galles à la hauteur de ce qu'on avait vu dans les qualifications pour l'Euro et même à l'Euro. Donc plus dans l'esprit finalement que dans la qualité. Pas seulement dans l'esprit, mais non dans la qualité. Quand je voyais la façon dont l'Irlande a joué, si je compare la façon dont l'Irlande a joué par rapport à ce que je voyais de l'Irlande de Jack Charlton, si on parle, tu vois, du passé, cette Irlande qui pour la première fois était en quart de finale d'une Coupe du Monde, qui bat l'Italie, enfin tout le monde se souvient de cette équipe d'Irlande là. Elle est tellement en dessous, même au niveau du jeu, au niveau des ambitions dans le jeu, alors que l'équipe de Jack Charlton était déjà considérée comme étant une équipe de dinosaures, de bétonneurs, etc. Moi, ce que je vois, c'est simplement, j'ai l'impression de joueurs. Et tu vois, je suis comme Daniel, je me pose des questions, parce que d'un côté, l'histoire de l'Islande, par exemple, oui, on est parfait. Je suis absolument, je suis aux anges de voir cette une nation de 350 et c'est une belle histoire et en plus de ça, la façon dont ils jouent, j'adore ça. C'est du courage, c'est de la bravoure, c'est de l'organisation, tout ce qu'on voudra. Mais d'un autre côté, force est de constater que au niveau technique et football, tu as l'impression que les joueurs en équipe nationale ont régressé. Ils ont progressé en club et régressé en sélection. C'est bizarre. Et ça me fait exactement la même impression quand je regarde l'équipe d'Angleterre, où je vois des joueurs, quand je les vois évoluer avec Tottenham, avec Manchester United, Manchester City, tout ce que tu voudras, Liverpool, ils sont bons, voire très bons, voire carrément excellents. Je les vois jouer avec le maillot de l'équipe d'Angleterre, ils sont minables. Ouais, mais Philippe, c'est pas le nombre de matchs alors, ça peut pas être ça. Il y a un problème psychologique, je pense, Pierre, aussi, au fait que la façon dont tu te prépares pour les matchs de sélection, il y en a trop, tu joues 10 à 11 matchs de sélection par an. C'est une question, Philippe. Moi, j'en suis pas sûr, mais je pose la question. Est-ce que les années dont on parle, l'ancienne époque où on avait beaucoup plus de matchs internationaux de belles valeurs avec des belles affiches, est-ce que ça vient pas aussi de l'état d'esprit des joueurs qui n'abordent plus maintenant les matchs internationaux de la même façon, où les clubs ont pris le pas sur les matchs internationaux, qui à l'époque avaient une vraie valeur quand tu étais en équipe de France ou en équipe d'Angleterre, etc. Tu joues avec parce que tu te dis finalement que le match n'est jamais important. Celui qui vient après sera toujours plus important tant que tu pourras te qualifier. Et donc tu repousses sans arrêt le... Est-ce que c'est pas des matchs maintenant qui limite font un peu, excusez-moi les expressions, mais font un peu chier les joueurs? Oui, parce que le club est primordial, la pression qu'il y a dans le, club. On va s'arrêter là, dernier mot, Simone. Parce qu'on parlait du 78.
comment échanger aussi le monde. C'est ce que nous disait Don Tomasino. Oui, les téléphones portables qui sont arrivés aussi. Voilà. Non, mais il y a plein de trucs. Non, même sur les pays. Non, mais il a raison, Simonet. Il y avait Russe, soviétique. URSS, Yougoslavie, c'est 12 pays aujourd'hui. C'est vrai. Les blocs soviétiques, donc c'est normal qu'il n'y a plus de pays, plus d'options, des équipes moins fortes aussi. Imaginez qu'est-ce que pourrait être aujourd'hui encore la Yougoslavie si elle était là. C'est clair. C'est normal. Allez, on y va. Simonet, la Yougoslavie, on l'a longtemps attendu, elle n'est jamais venue. Ouais, c'est vrai. Et ils avaient des joueurs, ils étaient tous ensemble. Sur le papier, tu voyais ces équipes des années 80, mais c'était fabuleux. Dans un instant, la vie tranchée de Simone Rovera sur l'Italie et Simonet, tranche. Ouais, Tranché Ventura. Ah oui, comme un bon salami. Il est bien fin, tout de suite. comme un jambon vraiment de grande qualité, comme un San Daniele ou San Daniele. Voilà, exactement. Allez, là aussi vous perdez les Italiens. Le jambon espagnol est meilleur. T'as vu, même sur le jambon, il chauffe. Alors là, Fred, désolé, mais c'est ce que Non, sur le jambon, je pense qu'on peut. Moi, je suis pour Fred aussi. Moi aussi. Moi, je suis plus jambon espagnol. Moi, je préfère même pas discuter tellement. Les rats sont meilleurs chez toi, Simon. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Non, Daniel. Excusez-moi, non, pardonnez-moi. Ah, ça y est, il veut pas se retenir. En gastronomie, là, il faut juste arrêter. l'Italie, génial. Là, il n'y a plus rien qui est comparable à l'Italie. Soyons sérieux. Bah nous, la France. Et on parle pas de la gastronomie en général, on parlait du jambon. Oui, juste le jambon. Le jambon, c'est un sujet où il me faut plus d'1 heure pour en débattre, donc je ne peux pas. Le saucisson. Je ne peux pas en parler là. Je suis trop expert en jambon pour me contenter de 2 minutes. Est-ce que nous ferons l'émission en direct de Bayonne? On en parlera après. Non, le jambon de Bayonne, excuse-moi. Non, là c'est à des années-lumière. Non, là. Mais alors Là, même sur le palier, j'en veux pas. Non mais on fait une petite parenthèse sur la charcuterie quand même. Oui, alors ça, c'est peut-être dû à ma présence, mais parce que ça m'intéresse. Mais je pense qu'on devrait organiser quand même une dégustation entre le meilleur jambon du monde italien et le meilleur jambon espagnol. Et là, on voit. Ok, mais il faut un budget parce qu'un vrai jambon. Il faut un budget, oui, c'est vrai. Jean-Louis, c'est vrai. Un jambon espagnol, c'est 700 euros. En fait, tu ne pourras pas comparer, ce sont deux choses différentes. C'est pas le même goût en fait. Bah oui. C'est pas bon. Le meilleur de tous les jambons italiens va avoir un raffinement gustatif que n'aura jamais le jambon espagnol. Mais le jambon espagnol a une force qui, moi, parfois, je préfère. Bien expliqué. Je reconnais le raffinement et la douceur du meilleur des jambons italiens. C'est plus fin. En fait, c'est comme l'Espagne et l'Italie finalement. L'esthétisme, la classe, tu le retrouves dans le jambon italien. Mais en Espagne, il y a des choses dans la force de ce pays, des valeurs un peu fortes. Moi, le jambon espagnol, s'il est bon, j'en suis dingue. Mais moi, j'adore les deux. En fait, je comprends pas pourquoi. C'est toujours l'histoire de tu préfères les Beatles ou les Rolling Stones. Mais j'adore les deux, moi. Elle est géniale cette analogie, Daniel. Pourquoi tu m'as pas fait ça sur l'équipe de France tout à l'heure sur le potentiel avec un truc avec du jambon ou du saucisson? Je comprenais tout. C'est bon, c'est plié. L'after food. C'est pas l'after food, exactement. Magnifique. Simone Rovera qui finit sur un jeu de mots en français, c'est remarquable. C'est très bien. Quelle intégration. Et en revanche, pour ce qui est du reste de la charcuterie, saucisson, tout ça, là, il y a plus de débat possible. J'attends que le jambon de Westphalie fasse son apparition également, qui n'est pas mal du tout, et le jambon d'York. Alors celui-là, je vous le recommande. Très bien. Enfin bon, Philippe, sur la gastronomie, on voulait te baisser ton micro à la base. Mais on l'a laissé ouvert quand même. Désolé. Oh là 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 là. Ils mangent très très bien. Tu sais qu'en Angleterre, on mange très bien. Pas dans les restos anglais, mais on mange très bien en Angleterre. Il y a des restaurants italiens fabuleux à Londres. On revient au foot dans un instant. Tu laisses la vie tranchée de Simone Rovera. Allez, à tout de suite.